Binge Audio. Au printemps 2025, la série britannique Adolescence de Jack Thorne et Stephen Graham a permis de montrer à quel point les discours masculinistes pouvaient briser l'esprit des jeunes garçons qui en sont les cibles et des jeunes femmes qui deviennent leurs victimes. Sans spoiler l'histoire, si vous ne l'avez pas vue, disons que la série démontre l'effet très concret de la propagande viriliste. Et au détour d'une scène, apparaît un nom. On s'est planté avec cette histoire d'Instagram. Comment ça? En fait, Cathy harcelait Jamie. Oh non! Elle le traitait d'incel. Elle lui disait ça. Tu sais ce que c'est? Ouais, je sais. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi? Incel, ça veut dire célibataire involontaire, c'est des trucs de mascu à la Andrew Tate. Andrew Tate, un garçon charmant, un influenceur, une personnalité des médias numériques, en attente de plusieurs procès pour proxénétisme, viol, violence, trafic d'êtres humains en Roumanie et en Grande-Bretagne. Andrew Tate qui par ailleurs cultive des liens avec tout ce que la planète compte de militants d'ultra-droite, ce qui lui a permis de bénéficier, semble-t-il, d'un petit coup de pouce du clan Trump pour pouvoir sortir de détention préventive et ainsi continuer à déverser ses messages de haine à ses millions de fans. On va donc dans cet épisode essayer de comprendre comment ce type qui incarne les versants les moins reluisants de notre époque en est arrivé à ce niveau de reconnaissance. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Andrew Tate est né en décembre 1986 aux États-Unis. Son père, Emory Tate, est un ancien de l'US Air Force qui ne vit que pour une seule chose, le jeu d'échecs. Au point qu'il deviendra maître international de la discipline, passera près de 30 ans à écumer les tournois du monde entier et sera reconnu comme l'un des meilleurs joueurs afro-américains. Sa mère, Eileen Tate, est britannique et elle travaille dans la restauration tout en assurant l'éducation d'Andrew, puis de son frère Tristan et de leur sœur Janine. La famille vit aux États-Unis, déménage dans l'Illinois puis dans l'Indiana, mais en 1997, Eileen, lassée par les absences régulières d'Emory et, si on en croit son fils, par ses infidélités à répétition, finit par demander le divorce et retourne vivre en Angleterre, direction la ville de Luton, à 50 km de Londres. I grew up in Luton, which is the worst town in England, in an area called Marsh Farm, which is the worst area Of the worst town. So it's like as bad as you can get, like the worst place you can possibly go. I think my school had a 4% pass rate or something ridiculously low. La vie à Luton n'est pas très réjouissante pour la famille. Les deux frères Tate adorent raconter à quel point ils sont partis de rien. Ils n'hésitent pas à dire qu'ils devaient aller par exemple piquer des restes dans les plateaux des fast-food pour remplir le frigo. Ce déclassement, il est en partie confirmé par le documentaire de Channel 4 I Am Andrew Tate, diffusé l'an dernier, dans lequel on croise les anciens camarades des frères Tate. Tout s'explique qu'Eileen et ses enfants ne roulaient pas sur l'or et que déjà, Andrew portait une attention très vive aux signes extérieurs de richesse, guettant les voitures de sport dans les rues et disant à qui voulait l'entendre qu'un jour lui aussi traverserait Luton au volant d'une d'entre elles. Un long article de Rolling Stone paru en 2024 vient battre en brèche ce tableau très misérabiliste, arguant preuve à l'appui que si la famille Tate n'était certes pas riche, elle n'était pas non plus dans une pauvreté crasse. Ce qui est sûr, c'est qu'Andrew et Tristan font déjà tout ensemble. Certains de leurs amis n'hésitent pas à qualifier leur relation de codépendante et largement dominée par Andrew, l'aîné, auquel Tristan fait tout pour ressembler. Les deux frères sont obsédés par l'idée d'être en gros riches et célèbres, et pour ça ils vont miser sur Andrew et sur plusieurs options. Oh, ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome to the ring, Andrew King Cobra Tate! La première, c'est le sport. Au début des années 2000, Andrew Tate se lance dans la pratique intensive du kickboxing, cet art martial qui mélange des techniques de boxe avec les poings et des coups de pied et qui connaît un regain de popularité depuis les années 90 dans le monde. Il s'entraîne à Luton dans une salle où il croisera notamment la route du militant fasciste Tommy Robinson, future figure de l'extrême droite britannique qu'on retrouvera plus tard dans notre récit. Pour l'heure, Tate est décidé à devenir une star dans le monde des sports de combat. Spoiler, ça ne va pas marcher. Enfin, précisément, ça ne va pas marcher à ce point-là.
Il a certes des capacités, il entame une carrière de kickboxer professionnel dès 2007, il remporte de nombreuses victoires, il se classe parmi les meilleurs de sa catégorie, il gagne même des titres mondiaux. Oui mais voilà, le kickboxing, ça n'intéresse guère que les passionnés et la vie de boxeur pro est loin d'être lucrative. Il a beau tenter de se bâtir une image bankable avec son surnom de Cobra Tate et ses regards pleins de morgue, ça ne suffit pas. Alors en parallèle, Tate se découvre une autre ambition, celle de devenir une star de la télé-réalité. Les années 2000 sont celles de la domination de ce nouveau genre, c'est parfait pour Tate, qui réussit à se faire embarquer en 2008 dans l'émission britannique Ultimate Traveller. 6 inexperienced travellers from the UK were chosen to fly to Indonesia and compete against each other in a 2-month journey of a lifetime to find out who, of the 6, is the ultimate traveller. Le concept est simple, c'est un peu un dérivé de Pékin Express. 6 jeunes Britanniques, venus de milieux sociaux très variés, sont envoyés en Indonésie, à Jakarta, pour 8 semaines. Chaque semaine, ils se séparent en 2 groupes de 3, ils voyagent avec un simple sac à dos et 15 € par jour, et ils doivent rivaliser d'inventivité pour parvenir à leur destination. Les 2 groupes se retrouvent le week-end et décident ensemble d'élire le meilleur voyageur. Celui qui, à la fin des 8 semaines, aura remporté le plus de voix repart avec le titre d'Ultimate Traveller, le voyageur ultime, et surtout un chèque de près de 12 000 €. Dans le lot des 6, Tate se fait remarquer. Il est plutôt beau garçon, il est grand et athlétique, il ne cache absolument rien de ses volontés de manipulation et il explique très tranquillement face caméra qu'il a bien l'intention de tout faire pour s'imposer et repartir avec le pactole. Je n'ai jamais été confronté en 21 ans de vie à une situation où je voulais quelque chose sans pouvoir l'obtenir. Hélas, pour notre aspirant star, il ne verra ni les 12 000 €, ni même la fin de l'aventure puisqu'il doit être rapatrié sanitaire au cours du tournage. L'émission, diffusée en 2010, ne lui apportera ni la gloire ni la reconnaissance. Il va falloir trouver autre chose. Et après quelques retours plus ou moins réussis sur les rings, Andrew Tate a l'illumination. Nous sommes alors au milieu des années 2010 et sur le web, on assiste à l'émergence d'un nouveau phénomène, les camgirls. Ces femmes, souvent jeunes, deviennent des figures incontournables d'Internet. Sur des plateformes dédiées, elles se dénudent, se livrent parfois à des actes sexuels en direct depuis ce qui est supposé être leur chambre et qui souvent en réalité est un décor. En échange de ces faveurs, elles perçoivent des dons de la part de leurs spectateurs et proposent également des échanges privés par messagerie et par vidéo moyennant paiement. Voyant la vague des camgirls décoller, Tate se décide à devenir, selon ses propres termes, un webcam pimp, un proxénète numérique. Là encore, il explicite volontiers son idée. Il le fait dans les nombreuses et très longues vidéos et interviews qu'il a eu l'occasion de donner. En scrutant les échanges par messagerie des jeunes femmes, il se dit qu'il y a matière à monter un business où il fidéliserait les clients en leur disant exactement ce qu'ils veulent entendre, les incitant ainsi à rester en ligne le plus longtemps possible et à lâcher le plus d'argent possible. Il convainc alors 2 jeunes femmes qu'il fréquente de se prêter à l'exercice et se charge lui-même des discussions avec les spectateurs. J'ai assis les filles devant la caméra avec un clavier d'ordi qui n'était pas branché et je me suis assis derrière l'écran. Et c'est moi qui charmais les gars. C'était moi la camgirl. Je vous passe évidemment les termes utilisés par Tate pour décrire les femmes qui travaillent pour lui. Il se fait très tôt une spécialité d'employer à leur sujet tout un champ lexical ordurier et dégradant. Pour lui, c'est très clair, ces femmes sont des objets, de jolies choses, stupides, à qui il peut faire ce qu'il veut et qui doivent l'accepter sous peine de se voir violentées. It's boom in her face and grip her up by the neck. Shut up, bitch! Une vision des relations hommes-femmes qu'il met en application dans sa vie intime, puisqu'en 2015, 2 femmes l'accusent de violence sexuelle et viol, et portent plainte contre lui. Il est arrêté une première fois à l'été 2015, une seconde fois en décembre 2015, mais l'enquête patine. Elle traîne en longueur, ce qui lui donne l'occasion de continuer ses activités dans une relative tranquillité. Mieux encore, alors que son business de camgirls prend de l'ampleur, Andrew n'a pas renoncé pour autant à ses rêves de célébrité télévisuelle. Il se fait donc embaucher en 2016 dans la nouvelle saison de Big Brother, le Love Story britannique. This is Big Brother 2016. Là encore, il surperforme son rôle de grand méchant macho, de maître manipulateur, prêt à tout pour réussir. Mais en pleine émission,
la chaîne Channel 5, qui diffuse Big Brother, décide de le sortir purement et simplement du jeu, sans donner de détails. On va mettre du temps à comprendre ce qui a motivé ce choix, et on a d'abord enchaîné les fausses pistes. Une partie des internautes qui suivaient l'émission avait mis la main sur le compte Twitter de Tate et avait déterré les messages homophobes, racistes et misogynes qu'il pouvait y balancer. Est-ce la raison de son éviction ? Non, ça ne faisait pas très chic, mais c'était pas suffisant pour inquiéter Big Brother. Le tabloïd The Sun, de son côté, avait dégoté une vidéo où on voit Tate mettre des coups de ceinture à une jeune femme en l'insultant. Est-ce que c'est ce qui a précipité son départ, comme lui-même l'affirme ? Non plus. En réalité, ce sont bel et bien les accusations de violence et de viol portées contre Tate, tenues secrètes mais dont Channel 5 avait fini par être informé, qui ont scellé son sort. Si la justice britannique ne brille pas dans ce dossier par sa célérité, Tate sent tout de même qu'il est temps pour lui de changer d'air. Il décide alors de quitter l'Angleterre avec son frère et de s'envoler vers la Roumanie. Pourquoi la Roumanie, me direz-vous ? Eh bien c'est très simple, encore une fois, il l'explique lui-même. Je ne me sens pas à l'aise en Europe de l'Ouest. J'aime pas comment les choses fonctionnent. C'est la société la plus déviante et la plus corrompue au monde. Il n'y a plus rien à part l'argent et le business. Et moi, j'aime bien vivre dans un pays où, premièrement, il y a une fibre morale qui dépasse le billet vert, et deuxièmement, j'aime vivre dans des pays où la corruption est accessible à tous. La Roumanie, c'est le pays le plus chrétien au monde. Il y a des églises partout. J'aime ça. Et j'aime aussi l'Europe de l'Est en général, parce que la corruption est bien plus démocratisée. And also, I like Eastern Europe as a whole because corruption's far more accessible. Des églises et de la corruption, c'est le paradis pour Andrew qui s'installe donc à Bucarest avec Tristan et quelques jeunes femmes qu'ils installent devant des ordinateurs pour des sessions de webcam de 12 heures de rang avec une pause de 5 minutes. En parallèle, Tate étale sur les réseaux sociaux l'étendue de sa vision du monde en expliquant dans le désordre que les victimes de viol sont responsables de ce qui leur arrive, que les femmes doivent rester à la maison, que celles qui ne le font pas sont des prostituées, que la dépression n'existe pas et qu'il vaut mieux sortir avec des femmes de 18-19 ans car elles n'ont pas d'expérience sexuelle. Ce ne sont que quelques petits extraits parmi les centaines de sorties du genre dont Tate devient un spécialiste et qui lui assure une célébrité croissante sur le web, au point qu'il se décide, en plus de son business de cyberproxénète, de monétiser cette aura grandissante qu'il développe sur un public de jeunes garçons fascinés par l'étalage qu'il fait de sa réussite financière, de son mode de vie luxueux, de ses conquêtes toutes plus renversantes les unes que les autres et de ses prouesses athlétiques. Une addition d'hyper-virilisme qui fait de lui une caricature extrême de mâle alpha, le Top G comme il s'auto-surnomme, le gangster numéro 1. En 2018, Tate et son frère lancent PhD. PhD, en anglais, ça signifie normalement doctorat. Mais en l'occurrence, ce sont les initiales de Pimping Hose Degree, qu'on peut traduire poliment par diplôme de proxénète. Derrière ce jeu de mots charmant se cache donc un programme d'apprentissage qui, pour la modique somme de 450 $, vous propose des tutos vidéo pour devenir vous aussi un cybermac. Le contenu que les frères Tate ont tenté de supprimer depuis, mais qui fort heureusement a été conservé et est venu garnir leur dossier judiciaire, le contenu donc est édifiant. Le magazine Rolling Stone en a dévoilé des extraits dans lesquels Andrew Tate explique très simplement sa technique. Rencontrer une jolie fille, la séduire, coucher avec elle pour voir si elle est, je cite, de bonne qualité, la faire tomber amoureuse au point qu'elle fera tout ce qu'il lui demandera, puis la coller devant un ordi en regardant tomber les billets. C'est ce qu'on appelle la technique du loverboy, de l'amoureux en français, un classique de la longue histoire du proxénétisme. Ce charmant programme, Tate et son frère le mettent en application à de nombreuses reprises. Ils bénéficient en ce sens d'un contexte favorable en Roumanie, avec un chômage élevé des jeunes et notamment des jeunes femmes, ce qui multiplie hélas les chances de trouver des candidates pour leur petite entreprise. Pendant ce temps, la justice britannique abandonne en 2019 les charges contre Andrew Tate faute de preuves suffisantes. Les femmes qui l'accusaient de violence n'ont eu de cesse de répéter depuis que l'enquête a été bâclée et que les investigations n'ont pas été suffisamment poussées. Tate, lui, affirme que des messages le disculpant ont été retrouvés dans les téléphones de ses accusatrices. La même année, Tate renoue avec son vieux copain Tommy Robinson. Souvenez-vous, c'est le militant fasciste qu'on évoquait plus tôt et qu'il fréquentait jadis dans les vestiaires de sa salle de boxe de Luton. Robinson, entre-temps, est devenu une figure importante au sein d'une extrême droite britannique reboostée par le Brexit et par la crise migratoire que connaît l'Europe.
Via ses connexions, Tate est introduit auprès de la fachosphère américaine, au premier rang de laquelle on trouve Infowars, le site du complotiste Alex Jones dont il devient un invité régulier. Et c'est aux côtés de la petite bande d'Infowars que Tate fait une apparition remarquée au CPAC. Please, welcome to the CPAC stage, our president, Donald Trump. Le CPAC, c'est le grand rassemblement de la droite dure américaine, une conférence annuelle où se retrouvent les républicains les plus conservateurs, les anti-avortements, les opposants aux droits des LGBT, aux droits civiques, aux lois en faveur de l'égalité des chances, bref, les principaux soutiens de l'Amérique trumpiste. Le discours de Trump, d'ailleurs, est le point d'orgue de la fête cette année-là. Dans les allées du CPAC, Tate a la joie de croiser un compatriote britannique, Nigel Farage, celui qui fut l'un des artisans du Brexit et qui surtout est la tête de pont de l'extrême droite au Royaume-Uni. Un petit selfie immortalise la rencontre, Tate est radieux, il est dans son élément. De retour en Roumanie, gonflé à bloc par ses interviews à rallonge et galvanisé par l'idée qu'il y a un créneau à prendre pour les influenceurs masculinistes, Tate passe à la vitesse supérieure. Il décide de lancer la Hustlers University, la suite de son programme PhD en encore plus élaboré. Une école en ligne où pour $50 par mois, les frères Tate promettent à leurs ouailles le succès et la richesse à base d'investissements dans les cryptos, dans le commerce en ligne, bref, dans tout un tas d'activités numériques supposément très lucratives. Pour appuyer leur dire, les deux frères multiplient les vidéos où ils affichent leur collection de voitures de luxe, se filment dans des clubs huppés au bras de mannequins ou se mettent en scène brassant des liasses de cash. La Hustlers University, c'est aussi et surtout une arnaque pyramidale presque chimiquement pure, puisque les élèves sont invités à aller recruter à leur tour de nouveaux adeptes en touchant une commission au passage, etc., etc. Dans leur message promotionnel, les frères Tate revendiquent 168 000 abonnés. Selon Rolling Stone, ça équivaudrait à 8 millions d'euros de revenus mensuels. Avec leur école en ligne, les Tate agrègent à la fois les masculinistes, les incels, les pick-up artistes, les crypto-bros, les fachos-tradis, bref, tout ce qu'on désigne sous l'appellation générique de manosphère. Deux chercheurs australiens, Ben Rich et Eva Bujalka, de la Curtin University, ont signé un papier passionnant sur le site The Conversation dans lequel ils explorent les ramifications de cette nébuleuse numérique centrée autour de l'exaltation d'une certaine forme de masculinité. Comme il l'explique très bien, les influenceurs comme Tate non seulement profitent d'un sentiment galopant de déclassement et de désillusion chez une partie de la jeunesse masculine, mais ils l'encouragent et ils l'aggravent. Ils n'ont de cesse de répéter, de matraquer que la masculinité est en crise et qu'évidemment, eux seuls ont les solutions pour éviter la disparition du mâle ancestral. Une bonne parole prêchée à coups d'adjectifs orduriers visant les femmes en général, les militantes féministes en particulier, mais aussi les hommes accusés de se soumettre aux diktats de ces dernières, des hommes qui sont en permanence moqués, tournés en ridicule à coups de mèmes, d'expressions, de détournements. Les chercheurs comparent l'embrigadement dans les rangs des fans de Tate au phénomène qu'on observe dans les sectes, un endoctrinement pur et simple dans lequel on sombre parfois sans même s'en apercevoir, poussé par les algorithmes qui favorisent très clairement ce genre de contenu hautement viralisable. Tate va également profiter d'un autre type d'aubaine pour asseoir sa célébrité, l'absence totale de conscience politique d'une partie du monde du divertissement américain. C'est un peu dur dit comme ça, mais c'est la triste réalité. Un exemple pour illustrer cette affirmation. We are very, very happy to welcome to the new Studio Jeans right here in Austin, Texas, the great Cobra Tate. En 2021, Andrew Tate, auréolé du succès de ses vidéos chocs sur le web, est invité en grande pompe dans le podcast Your Mom's House. Aux États-Unis et dans le monde anglophone, il est très suivi. Il est animé par un couple, les comédiens Tom Segura et Christina Pazsitzky. Segura, c'est une des valeurs sûres du stand-up américain. Ses shows sur Netflix font des millions de vues, il remplit les salles partout dans le pays. A priori, ni lui ni Christina Pazsitzky ne sont identifiés comme sympathisants d'extrême droite. Et pourtant. Clean up. But you know, I say these things and people really genuinely think I'm crazy. Yeah. But I mean everything I say. That's what I love about you, is that you really are just not afraid to say... He's a maverick. Yeah. I'm a maverick. Yeah, that's exactly what I am. I'm hard to kill. L'interview est hallucinante. En 2021, souvenez-vous que Tate a déjà derrière lui un ensemble de déclarations, de prises de position qui dessinent assez clairement le personnage.
Pourtant, Segura et Pazitsky sont persuadés qu'il s'agit justement uniquement d'un personnage, que tout ça est une vaste plaisanterie, qu'il joue un rôle pour faire réagir les gens, faire du clic et amuser la galerie, mais qu'il n'est pas sérieux. À aucun moment, ils ne cherchent à le contredire, à le mettre en difficulté. Au contraire, ils rient de bon cœur, ils approuvent avec un sourire en coin toutes les horreurs que balance Tate. La vidéo de l'entretien et sa version audio font un carton. 6,5 millions de vues sur YouTube et des centaines d'extraits découpés repartagés à l'infini sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien de très étonnant dans une économie basée sur l'attention où le divertissement prime sur le fond politique. Peu importe finalement les dégâts, tant que ça fait une bonne émission. C'est la même dynamique qui assure la pérennité d'un animateur comme Joe Rogan, qui malgré ses déclarations complotistes, anti-vax, transphobes, continue de recevoir à son micro une bonne partie du star system américain qui trouve qu'il est quand même vachement rigolo. Cette complaisance, c'est une des clés de son succès et de celui d'Andrew Tate. Mais revenons au côté business. La Hustlers University, Tate va la garnir d'une nouvelle entité baptisée la War Room, littéralement la salle de guerre. C'est une cellule extrémiste à laquelle on accède en payant cher, pas loin de $8 000 le ticket d'entrée pour la communauté la plus dévouée de Tate. Une enquête de la BBC a permis d'avoir un petit aperçu de ce qu'on y trouve. En gros, des conseils pour transformer sa compagne en camgirl en la contraignant par la violence s'il le faut, mais aussi des astuces pour échapper à la justice, par exemple en collectionnant, comme le fait Andrew Tate lui-même, les passeports étrangers permettant de franchir les frontières en cas de plainte, de procès ou d'investigation policière un peu trop pressante. Les moyens pour les obtenir sont certes légaux, mais l'intention n'en reste pas moins discutable, pour dire le moins. Police in Romania have raided the home of the British-American social media influencer Andrew Tate and announced he faces several new charges. On Wednesday morning, the new charges include sex with and trafficking in underaged persons. 2022, c'est l'année charnière pour Tate. C'est à la fois celle où sa célébrité atteint son apogée et le début de sa chute. Au printemps, la police roumaine est alertée par l'ambassade des États-Unis. Une citoyenne américaine serait retenue contre son gré par les frères Tate dans leur luxueuse résidence de Bucarest. Une autre jeune femme d'origine moldave serait également concernée. Leurs profils sont similaires, elles ont été séduites en ligne par les deux frères, elles sont venues vivre chez eux en pensant démarrer une histoire d'amour, mais elles se sont vite rendues compte que la maison hébergeait de nombreuses autres femmes, toutes recrutées de la même façon pour qu'elles alimentent un business de travail sexuel en ligne qui désormais se passe sur la plateforme OnlyFans. En avril 2022, la police perquisitionne la maison et embarque Andrew et Tristan Tate. Ils seront rapidement libérés, mais l'enquête sur leurs activités se poursuit. Ce qui n'empêche pas Andrew Tate de courir les médias conservateurs pour dire à quel point tout ça est ridicule, qu'il n'a jamais contraint personne à quoi que ce soit, qu'il s'agit juste évidemment de la contre-attaque d'une société bien pensante au sein de laquelle il dérange. À l'été 2022, ceci dit, une partie des internautes commence à en avoir assez de voir un peu partout la tête du roi de la masculinité toxique, comme il se décrit lui-même. Une pétition commence à circuler pour que soient fermés ses comptes sur les réseaux sociaux où les propos illégaux sont évidemment légion. Et ça marche. Facebook, Instagram, TikTok et YouTube le mettent à la porte, le propulsant sur des réseaux parallèles où il donne rendez-vous à ses supporters. Et Twitter, me direz-vous ? Eh ben c'est là que ça devient comique. Twitter avait déjà éjecté Tate depuis longtemps, depuis 2017, dès qu'il avait commencé à se faire repérer pour ses déclarations. Mais en 2022, surprise, c'est un nouveau revirement au sujet du rachat de Twitter. Elon Musk aurait proposé ce lundi à Twitter de racheter le réseau social au prix convenu en avril dernier, à savoir $54,20 l'action, soit un rachat à hauteur de $44 milliards. Elon Musk prend le contrôle du réseau social et il décide d'assouplir les règles sur les discours de haine. Résultat, c'est le retour en majesté de Donald Trump, mais aussi d'Andrew Tate. Trop content d'avoir à nouveau accès à des millions de followers, Tate s'en donne à cœur joie. Ça va donner lieu à un échange entré dans la légende du web social. Décidé à assumer jusqu'au bout son rôle de troll mascu, Andrew décide de venir chercher des noises à celle qui incarne son opposé en tout point, l'activiste écologiste Greta Thunberg. Dans un tweet public, il lui adresse un aperçu de son parc automobile et de sa grosse empreinte carbone, se proposant de lui envoyer la liste complète par mail si elle veut bien lui fournir son adresse.
La réponse de Greta est immédiate. Elle lui propose d'envoyer ladite liste à l'adresse smalldickenergy@getalife.com, soit en gros énergie de petite bite @achète-toi-une-vie.com. Il aura beau tenter de retourner l'insulte, la réplique est devenue culte et le message de Thunberg fait partie des plus partagés de l'histoire de Twitter. Coup dur supplémentaire pour Tate. 2 jours après cet échange un poil humiliant, il est de nouveau arrêté par la police roumaine avec son frère Tristan. Cette fois-ci, la justice embarque également 2 femmes faisant partie de leur entourage. Elles sont accusées, comme eux deux, de se livrer à un vaste trafic d'êtres humains. Les frères se chargeant de recruter les nouvelles victimes, puis de les mettre entre les pattes de leurs 2 complices qui, elles, seraient là pour les former à la pratique du travail sexuel numérique. Au passage, les frères sont accusés d'avoir commis un viol sur au moins l'une des 6 victimes présumées. Des accusations jugées suffisamment sérieuses par la justice roumaine pour qu'elle décide de les placer en détention provisoire pendant 3 mois avant qu'ils ne soient libérés fin mars 2023 et placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter leur domicile dans un premier temps, interdiction qui s'est assouplie au fil des mois mais qui les empêche surtout de quitter le territoire roumain. Pendant que les frères Tate découvraient les joies des prisons roumaines, ce qu'ils ne manquent pas de mettre en scène auprès de leurs fans révoltés par le sort qui leur est fait, la société civile britannique commence à s'alarmer de l'influence néfaste des contenus d'Andrew. Car si les comptes de l'influenceur ont été à peu près tous suspendus, il a rapidement trouvé la parade en incitant ses très nombreux admirateurs à partager directement ou via des comptes tiers des extraits, voire des versions intégrales de ses prises de parole et à en inonder les réseaux sociaux. Résultat, début 2023, les messages d'alerte en provenance du corps enseignant se multiplient au Royaume-Uni. Okay, so how teachers are re-educating boys brainwashed by Andrew Tate. Now, if you don't know who Andrew Tate is, and I really didn't, and it was my young nieces 14 and 11 who told me, oh Carla, they said, that's what they call me, auntie, you don't know. He is a terrible misogynistic man and we don't like him. Des professeurs, des femmes pour la plupart, font état de leurs grandes difficultés face à de jeunes élèves masculins totalement endoctrinés par Tate. Elles en veulent pour preuve des refus d'autorité flagrants, des menaces, des insultes, des moqueries incessantes. Vice News rapporte également que la nouvelle mode dans les salles de classe pour les garçons, ce serait de former un losange avec ses mains, en adoptant ainsi la pose classique des frères Tate dans leurs vidéos. La situation est si grave que des programmes de déradicalisation sont imaginés avec des contre-modèles masculins à proposer aux élèves. Des programmes dont les conservateurs au pouvoir en Angleterre jusqu'à l'été 2024 ne voulaient pas entendre parler, mais que le Parti travailliste, qui désormais est aux commandes, a promis d'activer. En Australie, où là aussi la célébrité de Tate est énorme, le gouvernement a débloqué l'équivalent de plus de 2 millions d'euros pour financer un programme de lutte contre les stéréotypes et la violence de genre dans les écoles, un programme qui vise directement l'influence néfaste de Tate. En attendant d'en voir les effets, en décembre 2024, les Tate se sont répandus sur les réseaux sociaux à nouveau pour célébrer une victoire judiciaire. Alors qu'il était question qu'un procès se tienne en Roumanie en 2025, la justice a finalement décidé de renvoyer l'affaire au parquet, après avoir constaté des irrégularités dans la procédure. Ça ne met pas un terme aux poursuites ni aux ennuis d'Andrew et Tristan, puisqu'en parallèle, la justice britannique s'intéresse à leur cas. Une nouvelle enquête a été ouverte pour des accusations de viol commis entre 2012 et 2015, ce qui a débouché sur une demande d'extradition des 2 frères pour qu'ils soient entendus par les enquêteurs anglais. La Roumanie a estimé qu'il fallait d'abord que le dossier de trafic d'êtres humains ait fait l'objet d'un procès ou d'un classement sans suite. Le fisc britannique, lui, a récupéré 2 millions de livres sterling sur les comptes des frères Tate qui sont également, vous l'aurez compris, accusés de fraude fiscale. Tout ça ne les a pas empêchés de célébrer l'année 2024 et l'arrivée au pouvoir de leurs amis Elon Musk et Donald Trump avec des vidéos reprenant le fameux slogan « Fight, fight, fight ». Une victoire de l'extrême droite que Tate rêve désormais de reproduire au Royaume-Uni. Il a lancé son parti politique, le Brave Party, et a assuré que d'ici 10 ans, il serait Premier ministre. Hélas, vu le monde dans lequel nous nous enfonçons à une vitesse alarmante, cette énième fanfaronnade de l'influenceur masculiniste résonne de façon tout à fait singulière. Toutes les sources utilisées pour cet épisode sont à retrouver sur notre site binge.audio. Merci à Paul Berthiaud qui réalise cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.